D'accord. Alors, vous pourfendez la modernité, vous lui opposez la tradition. Oui, Alors justement, ce terme est sujet à caution de mon point de vue. Alors, ouais. est-ce que vous pourriez définir justement ce que vous entendez par tradition? Ça c'est très 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 complexe, hein. Qu'est-ce que c'est que la tradition? La tradition, c'est un... La tradition, c'est un concept fécondant. La tradition, c'est une façon d'entrevoir, d'expliquer et de justifier le cours des événements. La tradition, par exemple, s'oppose à l'évolution. Je vais commencer donc par une définition en contre-pied, hein. L'évolutionnisme, par exemple, c'est une théorie qui est aujourd'hui toute puissante, qui est un des derniers reliquats du scientisme du XIXe siècle, un des tout derniers reliquats du scientisme. L'évolutionnisme consiste à dire que plus les périodes historiques se rapprochent de nous, plus l'homme évolue dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, d'ailleurs. En ce sens, on retrouve le fait que le réactionnaire, c'est-à-dire que celui qui pense que tout va de mal en pis, il est basé sur une histoire linéaire des choses, et exactement comme l'évolutionniste. La tradition, c'est un faisceau, si vous voulez, de pensées qui tendent à penser, qui tendent à estimer que l'histoire, d'abord, elle évolue de manière cyclique. Ça s'appuie, encore une fois, sur des données théologiques. Je ne sais pas si on aura le temps de parler, mais en tout cas que l'histoire est profondément cyclique. La tradition est basée sur le fait que toute société dite traditionnaliste, quelle que soit l'histoire où elle, quelle que soit sa période et quel que soit le lieu où elle vit, devrait être constituée en castes. Par exemple, un des derniers restes de la tradition en Occident, ça a été l'époque féodale en Europe, où vous aviez donc d'une part le clergé, d'autre part le roi, et enfin le tiers-état, si vous voulez, qui représente exactement la caste traditionnaliste, c'est-à-dire celui qui sait, celui qui gouverne et celui qui travaille. Donc la tradition, c'est un mode de pensée qui consiste à évaluer que toute société s'inscrivant suivant cette hiérarchie-là, cette hiérarchie élitiste de la connaissance, et également du combat, est justifiée. Tout ce qui s'oppose à la tradition, c'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, le bourgeois qui isole Philippe le Bel, par exemple, en 1314, de manière à lui faire persuader que la monnaie doit être contrôlée par le roi et non plus par le clergé, ou alors que la dernière institution traditionnaliste existante, à savoir celle des Templiers, devait être éradiquée, là on est dans le début d'une anti-tradition, c'est-à-dire d'un renversement des valeurs. La tradition, c'est un mouvement qui estime, d'abord fondamentalement antidémocratique, bien sûr, profondément élitiste, encore une fois basé sur l'élitisme de la connaissance avant tout, et secondairement du combat. Et surtout, il y a des justifications profondément théologiques et métaphysiques, hein, à ça, bien sûr. Et surtout, c'est quelque chose qui est, par essence, relativiste du point de vue de l'absolu. C'est-à-dire que toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, quand on les analyse, se révèlent être structurées suivant la tradition, quelle que soit encore une fois la période, c'est-à-dire on peut parler de l'Inde, on peut parler du Japon avant de l'ère Meiji, comme je vous l'ai dit, on peut parler donc de la société féodale au Moyen-Âge, on peut également parler des tribus Sioux avant l'arrivée des Blancs. Lorsqu'on trouve toujours cette répartition en trois castes, au minimum, mais en trois castes très strictement hiérarchisées, et toujours suivant les mêmes codes, on peut estimer qu'on a là des sociétés qui se réfèrent à la tradition. Et ce qu'on appelle la modernité, toujours, quel que soit le cas, et quels que soient les moyens envisagés, la modernité consiste toujours à renverser ces valeurs-là. D'accord ? On a d'abord un renversement des valeurs, donc je vous en ai un peu parlé dans ce qui s'est passé dans le cas de l'Occident, mais par exemple, dans le cas du Japon, ça s'est fait très récemment, sous l'ère Meiji, où on a eu exactement l'équivalent de ce qui s'est passé sous Philippe le Bel, c'est-à-dire, enfin à partir de Philippe le Bel, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, justement, ainsi que certains jésuites gagnés à la franc-maçonnerie, sont arrivés au Japon en 1870, quelque chose comme ça, après les Américains, après les bateaux après les Commodores de Matthew Perry,
sont arrivés, ils ont isolé donc, le chef de l'État, parce qu'à partir du moment où vous isolez le chef de l'État de son peuple, vous n'êtes plus dans la tradition. Si vous avez une coupure, un abîme, y compris géographique, or chez nous en France, on a un abîme ethnique en plus, et ça c'est une autre question, entre le roi et son peuple. Mais quand vous avez une coupure géographique entre le roi et son peuple, là vous commencez à rentrer dans la modernité. Et c'est pour ça que donc l'empereur a été fondé à annuler complètement le shogunat, par exemple, qui était le reste du régime féodal au Japon, et puis ensuite a fondé une religion d'État, le shintoïsme d'État. Chez nous, on a failli avoir le gallicanisme, qui est une aberration. Donc voilà quelque chose qui est anti-traditionnaliste par excellence, c'est quand vous avez une religion qui se soumet à la politique. La tradition, c'est une chose qui consiste à respecter l'ordre dont je vous ai parlé, c'est-à-dire bien sûr le politique qui se soumet à la religion, et pas l'inverse. Le roi doit avoir son pouvoir justifié par le prêtre, par le pape. Quand le pape doit se mettre à genoux devant le roi, c'est que quelque chose ne va plus. Alors, qu'est-ce que la tradition? Est-ce qu'il y a des écrits, par exemple? Comment les druides pratiquaient? Pas du tout. Alors, justement, il n'y a pas d'écrit parce que l'écrit ouais. est considéré, si vous voulez, comme moderne, comme une perte de substance. À partir du moment où vous écrivez ce que vous connaissez, ça veut dire que vous ne l'avez plus en vous. Mais justement, là, c'est très bien, on est dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que la tradition? La tradition, c'est l'explication de ces phénomènes suivant des principes, allez, je lance le mot, platoniciens. Platonicien, métaphysique. Pourquoi platonicien? Parce que Platon est le premier à avoir mis par écrit toutes ces idées fondamentales de l'évolution des choses. S'il est le premier à l'avoir mis par écrit, c'est qu'au 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà une perte de substance. À partir du moment où vous mettez par écrit une connaissance, c'est que vous l'avez en partie perdue. Si la société grecque avait... mais la connaissance n'appartient à personne. Donc en fait, quand on écrit quelque chose... La connaissance appartient à l'élite. C'est pour poser le... Oui. Il ne faut pas dire qu'elle appartient... C'est pas vous qui allez me dire ça. Le pape, c'est lui qui a la connaissance ultime, par exemple. Donc la connaissance s'acquiert par degrés. La connaissance s'acquiert par degrés. La possibilité de la connaissance appartient à tout le monde. Là, on est bien d'accord. D'accord. Le principe de la possibilité de la connaissance. Donc, la tradition nous explique, on peut être traditionnaliste ou pas. Mais la tradition, si vous voulez, en étant très prosaïque, vraiment très amicale, oui. c'est même une proposition d'explication du déroulement de l'histoire humaine. Vous écrivez des livres? Attendez, c'est une autre question. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que vous écrivez des livres? Ben oui. Voilà, donc à chaque fois que vous écrivez un livre, c'est-à-dire que vous perdez... Parce que je suis en manque, bien sûr. D'accord. Sinon, j'écrirais pas de livre. Pourquoi est-ce qu'on va voir, c'est Nietzsche qui disait ça, pourquoi est-ce qu'on paye pour aller voir des gens danser? C'est parce qu'on ne sait plus danser nous-mêmes. Ouais. Nietzsche attribuait même à ça, vous savez, ce qu'il appelait la naissance de la tragédie. La tragédie naît quand les gens ne sont plus suffisamment tragiques pour pouvoir vivre la tragédie à l'intérieur d'eux. Enfin, on s'égare un peu. Non, c'est intéressant ce que vous dites, que lorsqu'on écrit, on perd, au contraire. Non, quand c'est pas qu'on perd, c'est qu'on abandonne. Un manque. C'est qu'on a un manque. Non, mais pour le cas de Platon, vous avez dit qu'à partir du moment où il pose... Bien sûr, c'est parce que la tradition, déjà à l'époque de Platon, était en perte nette de substance. Platon a écrit, si vous voulez, ce dont la société grecque souffrait, enfin plutôt, il a écrit ce dont la société grecque manquait. Voilà. Mais donc la tradition, c'est un exemple d'explication de l'histoire du monde. Vous pouvez en avoir d'autres, c'est un exemple. Il se trouve que, c'est ce que j'ai montré dans ma dernière conférence à Rennes, les données scientifiques, paléoanthropologiques, etc., confirment les données de la tradition. La tradition ne vient pas des données scientifiques, la tradition c'est une idée exprimée la première fois par Platon, mais ensuite par bien d'autres. Si on a le temps de parler un peu de l'ésotérisme chrétien, je vous signalerai que de Maître Eckhart à Jacob Böhm, par exemple, nous avons là toute une pensée ésotériste qui s'inscrit dans le traditionnalisme directement néo-platonicien et platonicien. De Plotin à Proclus, on est ici dans une pensée ésotériste chrétienne, celle de l'Église intérieure, celle de Saint Jean, qui est véritablement traditionnaliste. Donc le traditionnalisme, justifie, bien évidemment, encore heureux, justifie le christianisme. D'accord ? Mais sauf que Mais j'ai juste perdu votre première question, parce que quand même il faut... votre première question qui est... oui, pourquoi je ne suis pas royaliste? Parce que justement, la France fait partie, et puis vous savez, quand vous me dites que l'Angleterre a été la première nation, l'Angleterre était française, de toute façon, c'est la France qui a fondé. Mais vous avez dit que la France était la première à tomber dans la modernité. Tout à fait. Or, je dis que la première nation, que la première... Oui, mais l'Angleterre était française. Que le premier pays, que le premier pays qui a fait une religion d'État
pour vous c'est un crime, Bien c'est sûr, pas, bien c'est pas la sûr. France Non, mais Angleterre. c'est un indice, Oui. bien sûr. En gros, c'est l'Occident. Quel est toute façon. quel est votre En cri? gros, c'est l'Occident Mais alors, qui a tué la tradition. on va finir. L'Occident, ça veut dire tuer. Platon ne veut pas être un utopiste, mais un véritable réformateur. Et il doit ainsi tenir compte de la nature des hommes et de la nature des choses telles qu'elles se donnent. Ce qu'il y a d'étrange chez ce réformateur, c'est qu'il est, contrairement aux sophistes, très loin de croire au progrès. En effet, Platon a beaucoup médité sur l'histoire et l'évolution des sociétés. La part de justice et de vertu qu'il y a dans un individu ou dans une société dépend surtout de conditions extérieures, d'une heureuse chance. Et s'il y a des changements dans une société, le changement a toujours lieu vers le pire, ou au mieux, selon un rythme cyclique qui fait repasser la société par les mêmes étapes. Platon voit donc l'histoire comme un éternel recommencement. Le philosophe serait la personne la mieux à même de se servir, au mieux, de ce que les événements aléatoires mettent sur sa route. Il pourra ainsi légiférer de la manière la plus juste en fonction de ces événements. Il aura également le pouvoir d'entraver la décomposition d'une société, car il en aura bien saisi les causes. Il s'agit toujours de maintenir et de conserver, sinon d'élaguer ou de supprimer. Un régime doit être le plus stable possible. Trop de changements impliquent nécessairement une corruption. Le but du philosophe est d'éviter à la société de tomber toujours plus bas, toujours dans cette idée de circularité, d'une histoire qui répéterait toujours les mêmes erreurs. Il entend arrêter cette roue de l'histoire et ne cherche pas de progrès véritable. C'est pour cette raison que Platon avait du goût pour les antiques traditions, et notamment les traditions égyptiennes, qui ont perduré des milliers d'années sous un même régime. Il était contre la politique d'expansion d'Athènes qui, à cause de cela, avait bouleversé les mœurs des Athéniens. Il restait attaché à la forme traditionnelle de la société grecque. Mais parlons maintenant de justice sociale. Chez Platon, la justice sociale consiste à faire l'unité de la société. La justice dans les cités doit imiter autant qu'il est possible les essences idéales, c'est-à-dire qu'elles doivent être, je cite, bien rangées, gardant toujours le même rapport, sans se faire mutuellement aucun tort, et disposées par ordre et selon la raison. Fin de citation. La cité juste nous donne un de ces exemples de multiplicité bien ordonnée, de ces mixtes, dont c'est l'affaire du dialecticien de découvrir la nature. C'est lorsqu'on saura ce qu'est ce mixte que l'on pourra déterminer ce qu'est l'âme juste, la justice dans l'âme étant une ordonnance de ses parties. En effet, chez Platon, l'âme est divisée en trois parties, comme un attelage de chevaux: la raison, le courage et les appétits. Il s'agit alors de faire une analogie entre l'âme et la société, toujours selon ces trois parties. C'est cela la justice sociale chez Platon. Mais quelles sont les conditions de cette unité de l'âme, et donc de la société? Platon présente ces conditions sous forme d'histoire. Celle de la création du monde par le démiurge. Démiurge qui veut dire créateur, initiateur. La cité naît des besoins et de la découverte du moyen rationnel pour satisfaire ces besoins. Ce moyen, c'est la division du travail. Il y a cité dès qu'il y a réunion de 4 ou 5 personnes qui conviennent de satisfaire chacune un des besoins élémentaires de tous les autres en nourriture, en vêtements et en logement. Le laboureur qui produit la nourriture de tous aura en revanche son abri et son vêtement fait par les autres. Chacun spécialisé dans son métier produira plus et mieux. La cité sous sa forme élémentaire n'est donc pas une réunion d'êtres égaux et semblables, mais au contraire d'êtres inégaux et dissemblables. Les fonctions deviendront de plus en plus compliquées à mesure que la masse de la cité s'accroît et que les besoins se multiplient. À côté du laboureur, par exemple, il y aura un fabricant spécial de charrues et d'outils agricoles. À côté des producteurs se créera la classe de ceux qui font les échanges, des commerçants par terre et par mer. Mais le principe reste toujours le même. Il reste le même encore lorsque la cité arrivée à achèvement, les fonctions se groupent en un petit nombre de classes comme dans un jeu de rôle. Il y a donc 3 classes dans une cité, chez Platon. Première classe, c'est la classe des artisans. Eux s'occupent de satisfaire les besoins matériels de la cité. Une deuxième classe, celle des soldats, qui défendent la cité contre leurs voisins. Et une troisième classe, celle des gardiens, qui sont chargés de faire observer les lois. Ces 3 classes représentent les 3 fonctions essentielles de toute cité: production, défense et administration intérieure.
Comment ces fonctions seront-elles le mieux remplies? C'est là pour Platon l'unique problème social. Il ne peut être question en effet d'utiliser les ressources de la cité pour le bonheur d'un individu ou d'une classe au détriment des autres. Je cite: Nous fondons la cité, répond Socrate à Adimandre qui lui reproche la vie trop dure qu'il fait mener aux gardiens. Non plus qu'une classe est un bonheur supérieur, mais pour que la cité entière soit heureuse. Fin de la citation. L'individu qui fait partie de la cité est fait pour accomplir sa fonction sociale, et non pour autre chose. C'est en quoi consiste la justice. C'est être juste, c'est accomplir sa fonction propre. Ces trois classes sociales nécessitent une éducation acquise, certes, mais aussi des aptitudes naturelles. Certains sont naturellement aptes à être artisans, soldats ou gardiens. L'amour du grain chez l'artisan, la passion généreuse chez le soldat, la prudence et la réflexion chez le gardien. Cette nature, Platon y attache une importance extrême, en particulier lorsqu'il parle des chefs de la cité, dont il fait une liste détaillée des qualités innées indispensables aux gardiens. Il s'agit de l'amour, de la vérité, d'une facilité à apprendre, de la faiblesse des désirs, de la noblesse de l'âme et du courage, ainsi que d'une mémoire précise et étendue. La réunion de tout cela est très très rare. Cette réalité des caractères, pour Platon, fixe à chacun notre destinée et fait appel à un mode d'explication qui est lui-même irrationnel car il explique cela avec le mythe du choix des vies. Je m'explique. Après cette vie, les âmes subissent des châtiments ou profitent de récompenses selon la justice dont elles ont fait preuve de leur vivant. Enfin, elles se réunissent pour choisir une nouvelle vie. Ce choix est pleinement volontaire et les dieux n'en sont nullement responsables. Mais une fois fait, il est sanctionné par la nécessité et les moires, c'est-à-dire les divinités du destin, et l'âme n'échappera plus à son sort. Elle passe avant de renaître dans le léthé, qui enlève tout souvenir de ce choix, puis sa nouvelle vie se déroule selon son choix, conformément à ce que l'âme a voulu avant de naître. Et c'est la diké, c'est-à-dire la justice, c'est la diké universelle qui guide l'âme dans son choix. Cette conception pose le caractère de chacun comme une donnée ultime et innée, c'est-à-dire que l'on acquiert à la naissance. Cette fixité des caractères est garante de la fixité sociale, et par conséquent de la justice. Cependant, les chefs de la cité peuvent, en réglementant habilement les mariages, arriver à maintenir à l'état la pureté des caractères convenables à chaque classe sociale, comme les éleveurs savent maintenir des races pures. Et c'est la négligence dans l'application exacte du règlement des unions qui amènera, avec la décadence de l'aristocratie philosophique, celle de la cité tout entière. Mais qu'est-ce qui fonde l'unité sociale? Pour chacune des classes sociales, il y a un déterminant lié à l'âme. L'artisan correspond aux désirs élémentaires, tels que la nourriture, le soldat correspond à la passion de la colère, et le gardien correspond à l'intelligence réfléchie. Mais qu'est-ce qu'une société décadente? Pour Platon, la fixité de la société dont nous parlions est impossible. En effet, tout ce qui naît est sujet à corruption. Une fois que l'harmonie dérangée, il y a une décadence plus ou moins rapide des choses, et concernant la cité, ce sont les régimes qui changent lorsque l'harmonie n'est plus. La société peut passer du gouvernement le plus juste au gouvernement le plus injuste. Cette décadence est naturelle et spontanée. Les luttes et dissensions civiles sont d'ailleurs accompagnées d'un état de trouble et de déséquilibre. À la constitution de la meilleure société succède d'abord une lutte entre, je cite, une race d'or et d'argent, fin de la citation, qui veut maintenir la vertu et la tradition, et une race de fer et d'airain, tout asservi à la recherche du gain. Cette lutte se termine par une sorte de loi agraire, où terres et maisons sont distribuées et appropriées. Le régime de la propriété individuelle commence, et avec lui l'esclavage des laboureurs. Cela rappelle un peu la philosophie de Marx. C'est la domination du riche qui caractérise ce que Platon appelle l'oligarchie. Il y a dans la cité oligarchique deux classes, celle des pauvres et celle des riches. Indigence d'un côté, luxe de l'autre. La cité ne peut plus alors être défendue correctement contre ses agresseurs et c'est une forme de cité mauvaise. C'est le désir insatiable de richesse qui cause la perte des oligarques, car il favorise l'intempérance des jeunes gens nobles et riches. Ces jeunes gens, réduits à l'indigence mais gardant toute la fierté de leurs origines,
sont les vrais fauteurs de la révolution qui amènent à la démocratie. Endurcis par la vie qu'ils mènent, ils n'ont pas de peine à vaincre les riches ramollis par le luxe. La démocratie est essentiellement la victoire des pauvres. Son mot d'ordre est la liberté, et chacun y mène le genre de vie qui lui plaît. Or, rien de plus varié, rien de moins stable et de moins unifié qu'une démocratie comme celle d'Athènes. Aussi, de la liberté naît l'égalité, due à l'absence d'autorité. Mais cet insatiable désir de liberté cause la perte de la démocratie et change cette forme sociale en son contraire, en tyrannie. Car ceux qui président à la cité veulent toujours plus de pouvoir et beaucoup plus d'argent. Le tyran est l'antithèse du modèle du gardien de la cité de Platon. Il est par excellence l'individu totalement isolé, qui rompt tout lien avec la société, exilant les bons dont il a peur et vivant au milieu des gardes du corps. L'homme tyrannique lâche la bride aux passions les plus sauvages. Ce danger constant de décadence qui menace les cités démocratiques est un moyen indirect de prouver la nécessité du gouvernement des philosophes qui les arrêtent sur la pente. En effet, pour Platon, la démocratie mène nécessairement à la tyrannie. Ce sentiment d'instabilité est très présent dans le livre des lois, œuvre inachevée de Platon. Le livre est rempli de prescriptions, de détails, qui indiquent l'intention très nette de réaliser sa réforme, peut-être dans les villes siciliennes, qui allaient être restaurées après la mort du tyran Dénis. Dans les lois, on cherche le bon mélange qui permettra de créer la cité la plus stable et impérissable possible. Une stabilité que l'on peut retrouver dans le cosmos, stable, impérissable et parfait. Je cite, « Il importe avant tout que les lois soient stables, nous dit Platon. Jusqu'au jouet des enfants, tout doit rester identique d'une génération à l'autre. Tout changement est un trouble, qu'il s'agisse de l'organisme humain ou de la cité. Les lois ne sont l'objet d'un véritable respect que si l'on n'a aucun souvenir d'un temps où les choses auraient été autrement que maintenant. » Fin de la citation. Le philosophe roi est le maître du mélange, du mixte, qu'il faut effectuer pour constituer la cité idéale. Platon donne un exemple d'une constitution qui a résisté au temps. C'est Sparte. Je vous invite à vous documenter sur la constitution politique de Sparte, car ce n'est pas là notre sujet. Cependant, Platon donne un contre-exemple, la décadence de la constitution perse, et de même je vous invite à vous documenter sur l'histoire politique de la Perse. La cité idéale serait donc un mélange savant entre despotisme et démocratie. Isolées, ces deux entités sont mauvaises. Ce qui arrête la décadence, c'est l'harmonie entre la sensibilité et l'intelligence qui juge. La cause de la chute, c'est que l'on prend plaisir à ce que l'on juge mauvais et injuste, et que l'on voit avec peine ce que l'on juge juste. La cité doit être, je cite, amie d'elle-même. Fin de la citation. Le législateur doit obtenir l'assentiment par la persuasion, et non par la violence. Ajoutons à ce portrait, et pour conclure, que l'impiété est une chose dangereuse pour Platon. L'athéisme y est vu comme une chose de sophiste, et Platon le combat. Les négateurs de la providence ne croient pas en la justice divine et laissent libre cours à leurs passions. Voilà, c'est la fin de ce 6e épisode de Philosophie Storia. Alors on sait que Pythagore voit un intérêt particulier à la décade, mais il accordait une importance encore plus grande à la tétractis. Est-ce que vous pouvez nous éclairer brièvement sur la signification de cette dernière ? Oui, alors c'est vrai que Pythagore vouait un intérêt très particulier à la décade, d'abord, c'est-à-dire les 10 premiers nombres de 1 à 10, mais il accordait une importance encore plus grande à la tétrade ou tétractis, qui d'ailleurs nous ramène aux 4 premiers nombres, c'est-à-dire 1, plus 2, plus 3, plus 4 égale 10, et cela revient donc à la décade. Donc cette tétrade divine ou tétractis, les pythagoriciens la vénéraient, et tétractis d'ailleurs est issu d'un terme grec qui signifie quadruple éclat rayonnant. Et cette tétractis, selon les pythagoriciens, eh bien, contient en elle les rapports harmoniques des intervalles de quartes, de quintes, d'octaves. C'est donc, si vous voulez, une sorte de formule abrégée de la constitution du monde. Et elle peut, selon les pythagoriciens,
nous révéler les principes et les lois majeures qui régissent la création dans son ensemble. On peut préciser également que cette tétractise pythagoricienne peut être considérée comme un modèle métaphysique de la succession chronologique des 4 âges selon la tradition grecque. Effectivement, selon cette théorie, l'âge d'or a une durée de 25 920 ans et donc correspond au nombre 4 de la tétractise. L'âge d'argent, selon les Grecs, a une durée de 19 440 ans et correspond donc au 3 de la tétractise. L'âge de bronze a une durée de 12 960 ans et correspond au 2. Et l'âge de fer a une durée de 6 480 ans et correspond au 1. On remarque donc, si vous voulez, une décroissance ordonnée des 4 âges suivant la tétractise de Pythagore. 4, 3, 2 et 1. On peut d'ailleurs noter que cette succession, cette somme des 4 âges donne 64 800 ans, c'est-à-dire la durée d'un Mahayuga hindou. Donc une érudition fantastique, une œuvre considérable, quand on ne va pas donner le détail ici, c'est une grosse centaine de livres, des centaines et des centaines d'articles, mais il y a au moins un titre qu'il faut indiquer, c'est celui qui s'appelle Jupiter, Mars, Quirinus, qu'il faudrait prononcer Jupiter, Mars, Quirinus, et qui est un livre de 1938 qui marque la découverte par Georges Dumézil d'une réalité qu'il n'avait fait qu'entrevoir auparavant et qui ne va plus cesser d'approfondir et qui va contribuer à sa renommée internationale. C'est la théorie qu'on appelle la théorie tripartite ou trifonctionnelle, la théorie des 3 fonctions, il y a plusieurs dénominations, c'est-à-dire qu'à partir au départ d'une comparaison du culte rendu à Jupiter, Mars et Quirinus par les prêtres de Rome, les flamines majeurs, il a pu déterminer l'existence chez tous les peuples indo-européens de 3 niveaux fonctionnels, entre guillemets, c'est-à-dire qui étaient illustrés notamment dans les panthéons, 3 fonctions. Une fonction souveraine, à la fois royale, politique, sacerdotale et juridique, une fonction guerrière, tout ce qui a trait au combat, et une fonction productive ayant trait à tout ce qui concerne la production et la reproduction.
Et ce qu'il a découvert, c'est que ces trois fonctions étaient très strictement ordonnées de manière hiérarchique, les souverains, les combattants, les producteurs, chose dont on va retrouver la trace en plein Moyen-Âge, avec la distinction classique entre oratores, bellatores et laboratores, hein, ceux qui prient, ceux qui se battent, et ceux qui travaillent et qui produisent. On pourrait dire, sous une forme plus ramassée, presque en forme de boutade, que chez les Indo-Européens, les sages doivent commander aux forts, hein, et les forts doivent commander aux riches. C'est un peu le contraire, d'ailleurs, il faut bien le dire, de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Je voulais peut-être répondre à une question très importante sur le rapport entre tradition et l'Église, si vous le permettez. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Je suis également catholique, apostolique et romain, et la question de la relation entre, on va dire, ce qu'on appelle la tradition et l'Église catholique est à la fois extrêmement simple et extrêmement compliquée. C'est une question, effectivement, qui nous occupe très 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 souvent. Il y a une différence entre un catholique traditionnaliste et un traditionnaliste catholique. Un catholique traditionnaliste, je pense à ceux qui se réfèrent à Monseigneur Lefebvre, par exemple, hein, envers qui j'ai tout le respect du monde par ailleurs. Ce sont pour moi qui suis traditionnaliste catholique, ce sont des gens qui sont déjà modernes, puisque ce sont des gens qui se réfèrent au Concile de Trente, à la Contre-Réforme, c'est-à-dire une église qui s'est adaptée, si vous voulez, déjà au protestantisme de différentes manières, par exemple au niveau artistique, en opérant tout un tas de nouveautés dans le champ pictural. Enfin, je vais peut-être pas rentrer là-dedans. Si, sauf que moi, quand je lis Léon Bloy, par exemple, dans Le Désespéré, quand il s'en prend aux catholiques 19e, il s'en prend également aux catholiques qui ne se réfèrent qu'au Concile de Trente. Moi, si vous voulez, mon catholicisme est médiéval, hein, c'est celui de Léon Bloy, c'est celui qui se réfère le plus directement à la tradition. Et pour aller un petit peu plus dans le détail, mais ça va me prendre que 15 secondes, si j'ai d'autres questions là-dessus, je me ferai un plaisir d'y insister. Hein. Le rapport, si vous voulez, entre la tradition et l'Église catholique, apostolique et romaine, en fait, il est très simple. C'est le rapport que vous avez dans toute religion entre l'ésotérisme et l'exotérisme. C'est le rapport entre le prophète, c'est-à-dire celui qui sait, c'est-à-dire dans l'Église catholique, le moine qui choisit la règle dans laquelle il veut s'inscrire. Ça, c'est l'ésotérisme. Et puis, d'autre part, l'exotérisme, c'est-à-dire le prêtre, celui qui est là pour soigner ses ouailles, celui qui est là pour faire des messes, etc. Les deux sont complémentaires. Il ne me viendrait jamais à l'idée d'opposer l'un à l'autre. Et les deux personnes, si vous voulez, qui opposent l'un à l'autre, ce sont d'une part les ésotéristes malsains que moi j'ai eu souvent à fréquenter. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant très 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 longtemps, je ne me suis jamais intéressé à l'ésotérisme. Hein, c'est quand je vois des gens comme Jovanovic qui vous déclarent qu'il pisse sur l'Église, tout en s'intéressant à l'ésotérisme. Bon, effectivement, je comprends que ça ne donne pas envie de s'intéresser à l'ésotérisme. Ça, c'est un premier écueil. Il y a un deuxième écueil, c'est les gens qui sont effectivement catholiques, apostoliques et romains, et qui ne comprennent pas, à mon sens, à leur juste manière, Saint Jean. Hein, c'est-à-dire que Saint Jean, c'est l'Église intérieure, c'est l'Église du cœur, et c'est l'Église, par exemple, directement liée à l'ordre carthuisien, à l'ordre des Chartreux. Donc vous avez une coexistence de ces deux ordres-là, et ce n'est pas parce que l'Église de Pierre est la plus visible et la plus, si vous voulez, comment dire, ordonnatrice de règles au niveau populaire, que l'autre n'existe pas. Elles sont complémentaires comme dans toute religion, je me répète. Je vous cite une phrase de saint Augustin, père chrétien éminemment reconnu par tous les chrétiens, quelle que soit leur tendance ou leur sensibilité. Saint Augustin, la chose même que l'on appelle maintenant religion chrétienne, existait chez les anciens,
et n'a jamais cessé d'exister depuis l'origine du genre humain, jusqu'à ce que le Christ lui-même étant venu en la chair, on a commencé à appeler chrétien la vraie religion qui existait auparavant. D'accord? C'est saint Augustin, donc on voit là une notion, enfin c'est plus qu'une notion, la présence de ce que l'on appelle le pérennialisme, même chez des auteurs comme saint Augustin. Oui, j'ai, je pense, deux choses à dire sur Joseph de Maistre. D'abord, Joseph de Maistre, trois choses à dire. D'abord, la première, c'est sa situation dans la littérature. Il me semble que Joseph de Maistre est le premier d'une série d'écrivains catholico-mystiques qui va s'étirer jusqu'à, sans doute jusqu'à Bernanos, qui s'étire à travers des gens, vous le savez, comme Huysmans, comme Blois, comme Ernest Hello, comme Psychari, Bernanos, je l'ai dit, d'une certaine manière Maritain également. Donc beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses en commun. Barbey d'Aurevilly, bien sûr, Barbey d'Aurevilly, et qui tous, absolument tous, reconnaissent en Joseph de Maistre le premier d'entre eux. Alors, la deuxième chose, c'est effectivement, on voit dans les soirées de Saint-Pétersbourg des phrases qui sont très 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 éclairantes. La franc-maçonnerie de Joseph de Maistre était, semble-t-il, rattachée à la franc-maçonnerie authentique, c'est-à-dire la franc-maçonnerie authentiquement ésotériste, celle qui s'est très rapidement désagrégée après la Révolution française, et qui est donc devenue tout à fait spéculative. Voici deux phrases extraites des soirées de Saint-Pétersbourg qui montrent la profonde pensée, on va dire, traditionnaliste, je vais même dire pérennialiste, parce que le mot pérennialiste est moins ambigu que le mot traditionnaliste, surtout quand on parle du catholicisme. La pensée pérennialiste, qui était également celle de saint Augustin, hein, rappelez-vous la phrase que je vous ai citée la semaine dernière de saint Augustin, eh bien, ces deux phrases-là sont dans la droite ligne de ceci. Alors, voilà, les traditions antiques sont toutes vraies. Le paganisme entier n'est qu'un système de vérité corrompu et déplacé. Il suffit de les nettoyer, pour ainsi dire, et de les remettre à leur place pour les voir briller de tous leurs rayons. Donc, Joseph de Maistre était un ultra-montain ou ultra-montaniste, mais il ne faut pas oublier cet aspect très important de Maistre. Hein. Et puis, une autre phrase qui, elle, est si... enfin, me fait trembler à chaque fois que je la lis, parce que c'est une phrase authentiquement prophétique, et que l'on retrouve chez tous les grands penseurs, chez tous les grands auteurs pérennialistes et traditionnalistes, donc je vous la lis. Il parle bien sûr là de l'avenir, hein, c'est-à-dire lorsque, si vous voulez, la contre-révolution sera faite, le christianisme sera rajeuni d'une manière extraordinaire. Il ne s'agit pas d'une modernisation de l'Église, mais d'une forme nouvelle de la religion éternelle, qui sera au christianisme actuel ce que celui-ci est au judaïsme. Hein, tout est dit dans cette phrase, absolument tout. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu la combiner avec l'autre, parce que il prête au paganisme un fond, on va dire, authentiquement monothéiste, ce que savent tous les théologiens, les authentiques théologiens, hein, et il en tire de manière artistique, c'est-à-dire de manière prophétique, la possibilité de l'existence d'une nouvelle religion qui aura une nouvelle forme, puisqu'elle sera adaptée évidemment à la parousie ou à l'ère du verso, pour en utiliser un autre vocabulaire, mais dont le fond sera totalement chrétien. La troisième chose que je voulais dire sur Joseph de Maistre, c'est qu'il existe, vous le connaissez tous, un livre, un ouvrage qui est extraordinaire, qui s'appelle « Les considérations sur la France ». Et dans les considérations sur la France, vous avez aussi bien des phrases comme celle-ci. Il y a dans la Révolution française un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu'on a vu et peut-être de tout ce qu'on verra.
le discours de Robespierre contre le sacerdoce, l'apostasie solennelle des prêtres, la profanation des objets du culte, l'inauguration de la déesse Raison, et cette foule de scènes inouïes où les provinces tâchaient de surpasser Paris. Tout cela sort du cercle ordinaire des crimes et semble appartenir à un autre monde. Donc, il a cette pensée-là qui est juste, évidemment, c'est que nous avons ici une victoire du satanisme et quelque part du luciférianisme également, mais quelques pages auparavant, il nous dit, contre toute attente pratiquement, il nous dit « Tous les monstres que la Révolution a enfantés n'ont travaillé suivant les apparences que pour la royauté. » Vous entendez la complexité de cette pensée, c'est-à-dire qu'il nous dit que tous les événements, même et y compris les événements les plus lucifériens, travaillent en secret et contre eux-mêmes pour la royauté. C'est parce que tout dépend de la volonté de Dieu. Voilà la pensée de Joseph de Maistre. Et il rajoute, par eux, par ces monstres-là, l'éclat des victoires a forcé l'admiration de l'univers et environné le nom français d'une gloire dont les crimes de la Révolution n'ont pu la dépouiller entièrement. Par eux, le roi remontera sur le trône avec tout son éclat et toute sa puissance, peut-être même avec un surcroît de puissance. Donc on est très très loin là on va dire de la pensée internaute de bas étage. Il y a deux sens différents, on va dire. Le sens premier, celui auquel se réfère René Guénon, c'est tout simplement une métaphysique du politique. Alors ça veut dire quoi? Il s'agit tout simplement de défendre une conception de l'homme au regard des principes, entre guillemets, métaphysiques qui le constituent et au regard de l'univers dans lequel il s'intègre. C'est-à-dire que ça suppose aussi une vision cosmologique de l'homme. En somme, dans cette lecture, celle que fera René Guénon, le politique trouve naturellement son socle dans une métaphysique et a pour fonction principale de traduire les principes transcendants dans la réalité sociale de la cité. Voilà ce qu'est la métapolitique. Alors c'est intéressant parce que comme vous le mentionniez vous-même, la métapolitique n'a pas toujours été envisagée sous cette façon-là. La notion de métapolitique peut renvoyer à une métaphysique du politique, elle peut aussi renvoyer à un discours des fondations en matière de politique, de la même façon qu'on parle par exemple de métadiscours pour un discours sur le discours. La métapolitique, dans ce sens-là, ce serait donc un discours des profondeurs sur la politique qui ne s'abîmerait pas dans les pesanteurs politiciennes. Là encore, on retrouve donc une différence entre une approche métaphysicienne de la politique et une approche plus historique et plus pragmatique. Tout à fait, mais il y a une polysémie quand même du terme métapolitique. Le premier à l'employer, c'est Maistre lui-même. L'idée de métapolitique chez Maistre, c'est le providentialisme. Qu'est-ce qui, en réalité, est le véritable sujet de l'histoire? C'est rien d'autre que l'action de la providence divine sur le devenir historique des civilisations et des nations en particulier. Chez Maistre, c'est extrêmement important puisqu'il est marqué par la Révolution française. Les considérations sur la France qui sont écrites après qu'il ait brûlé ses lettres à un royaliste savoisien pour dénoncer la brutalité et la férocité du régime qui vient d'abattre la monarchie, ces considérations, tout à coup, s'aperçoivent que les hommes qui ont fait la Révolution sont en réalité des pauvres hommes, des êtres de peu de dimensions, et qu'ils ne deviennent grands qu'agis par des forces qui les dépassent. Et ces forces peuvent être des forces négatives ou des forces positives. Et en l'occurrence, pour la Révolution française, ce sont des forces négatives qui ont agi à l'intérieur de Robespierre, de Camille Desmoulins, de Danton, etc., et qui ont produit les événements gigantesques que l'on connaît. Et du coup, les premières lignes des considérations sur la France participent de cette idée. Les hommes sont agis et reliés par une chaîne souple à l'être éternel qui les domine et qui, en réalité, lui, fait l'histoire, les nations et les rois, mais aussi les défaits. Le métapoliticien, si l'on veut essayer de positionner celui qui adhère à la pensée mestrienne, et comme Guénon d'ailleurs, qui va le faire quelque temps plus tard, et qui se dit, mais comment, moi, puis-je agir, me situer et intervenir dans cet élément? C'est en réalité être en adéquation avec cette divine providence, en préparer les voies, la connaître, et la connaître comment? Par
chez Maistre un rapport religieux à cette divine providence, c'est-à-dire devenir un chrétien participant d'un christianisme transcendant, relié à la connaissance sacrée des causes ontologiques fondamentales de l'histoire, à savoir la nature d'Adam avant la chute, les conséquences de la chute et l'état actuel de l'homme. Alors, ce que René Guénon appelle la tradition primordiale, c'est une manière de traduire l'idée qu'à l'origine de l'humanité, celle-ci était une et qu'elle n'avait qu'une seule révélation d'ordre spirituel, bien entendu, et qu'il y avait une sorte de consensus entre tous les peuples créés à l'époque et se référant à un certain nombre de fondamentaux que l'on retrouve avec l'évolution du temps et la descente cyclique dans une deuxième étape, l'apparition des différentes traditions. C'est-à-dire que la tradition primordiale, selon la loi d'entropie, finalement, va commencer à se fendre, à se disperser, et les peuples acquérant sans doute aussi une mentalité, une idiosyncrasie, je dirais, différente, ces différentes traditions vont s'appliquer à chacun d'entre eux. On parle de scission, on parle de division. Alors, on ne parle pas encore de division, on parle de langages différents pour traduire une seule et même vérité. Mais au fil du temps, les scissions vont apparaître, et une des interprétations de la tour de Babel, c'est justement la multiplication des langues, c'est-à-dire des traditions. Alors, chose qui est beaucoup plus concrète, beaucoup plus explicative, beaucoup plus extraordinaire, parce que là, ça a une incidence sur tous les cycles historiques et sur tous les cycles de civilisation, c'est ce qu'on appelle la cyclologie. Alors, la tradition primordiale, et vous verrez qu'on ne retrouve pas ça dans la secte Moon, chez le gourou, machin, etc., c'est la doctrine des cycles. Ça veut dire qu'en gros, tout est cyclique, le temps est cyclique, le temps fait une boucle, etc. Et l'humanité, les civilisations évoluent par cycle. C'est-à-dire, en gros, on ne va jamais en ligne droite. On part pas d'un point de départ il y a 1000 ans, et puis chaque jour on monte un petit escalier, là, puis on a un beau graphique comme ça. Alors en fait, c'est ondulé comme ça, c'est vrillé, et ça fait des sortes, je dirais comme une sorte de ressort, vous voyez, enroulé mais en spirale. L'évolution humaine, depuis les premiers hommes jusqu'à maintenant, se déroulerait comme ça. Alors pourquoi il y a eu ces conceptions-là? Parce que, en gros, il serait parti d'observation des cycles des planètes. Bah oui, un primitif, il faudra regarder la Lune, puis il dit elle est là, elle tourne, le soleil il se lève là, il passe là, c'est la nuit, le lendemain matin, il repart là, bon, puis je vois telle étoile là, et l'année suivante, bon, ça tourne. Finalement, l'astrologie qui est quasiment vieille comme le monde, parce que vous savez que les Babyloniens, les Égyptiens étaient très très forts là-dedans, ils avaient déjà l'idée d'orbite des planètes, de cycles, etc. La galaxie, machine, elle est là, la constellation, machine, elle est là, tout tourne. Bon, les premiers calendriers sont lunaires, parce que c'est les phases de la Lune, circuit de la Lune. Alors on avait compris à l'époque que tous les 28 ou 29 jours, la Lune revenait à son point de départ, et puis qu'elle avait une phase, le premier quartier, pleine Lune, dernier quartier, etc., etc. Et puis ils avaient cherché à déterminer le cycle lunaire, le cycle solaire, etc., etc. Ils ne s'étaient pas trompés de beaucoup, hein. Ils avaient trouvé 365,24 et quelques. Hein. Aussi bien les Égyptiens que les Mayas, à 2 millièmes ou 3 millièmes près. Par l'observation, hein, partir à une pointe de menhir, la Lune passe là au-dessus, quand est-ce qu'elle revient jouisse au-dessus de cette pointe de menhir? 29 jours. Bah. À la suite de ça, ils avaient conclu que tout est cyclique. Le cycle de cellules, le cycle du temps, le cycle de l'histoire, le cycle de ceci, le cycle de cela. Et ils avaient, alors forcément, il y avait un cycle lunaire, un cycle solaire, un cycle de telle ou telle étoile qu'ils voyaient apparaître dans le ciel tous les mois de juillet, ou tous les 5 ans, tous les 10 ans, un truc comme ça, et un phénomène très très curieux, qui s'appelle la précession des équinoxes.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Précession des équinoxes, c'est donc le mouvement que fait la Terre par rapport aux étoiles polaires. Et je dis aux étoiles polaires au pluriel. En gros, vous savez, l'axe de la Terre est comme ça. La Terre, elle tourne comme ça, il y a son axe, pas l'axe des pôles. Et normalement, la Terre ne fait pas un mouvement comme ça. Elle fait une sorte de mouvement de toupie comme ça. Ah, forcément, la lenteur du mouvement, ça ne se sent pas. On ne voit pas que la Terre fait un mouvement de toupie. Vous avez déjà fait tourner une toupie, elle tourne, puis à la fin, elle balance un petit peu. Ce qui veut dire dans la pratique, que l'axe d'épaule, comme il oscille, n'est pas toujours pointé sur la même étoile polaire. Donc actuellement, on dit que c'est l'étoile polaire, c'est une étoile de la Petite Ourse, de la constellation de la Petite Ourse. Mais comme le mouvement il fait ça, c'est pas toujours cette étoile-là, au cours des temps. Donc à un moment c'est l'étoile Vega, à un moment c'est une étoile de la constellation du Dragon, à un moment c'est une étoile de la constellation de la Lyre, etc., etc. Alors quand on vous dit dans tel peuple ou sur un document archéologique, on vous dit tel peuple vénérait telle étoile, qui est considérée comme l'étoile polaire, on retrouve le nombre d'années où ça pouvait être. C'est-à-dire on pourrait dire aujourd'hui par un calcul par les ordinateurs, mais à quel moment l'étoile polaire était l'étoile Vega, plutôt qu'une étoile, l'étoile alpha de la Petite Ourse. Actuellement, c'est la Petite Ourse, alors là, tout le monde connaît, prenez les boussoles, ça oriente sur le pôle, donc c'est sur l'étoile polaire. Bon, vous voyez? Alors, ce mouvement de précession des équinoxes, ça s'appelle comme ça. Très très important, était connu dans l'Antiquité, et après, cette connaissance s'est perdue. Et seulement au XVIIe siècle, les savants de la science officielle ont retrouvé que ça existait. Alors les initiés disent, mais nous, dans nos écrits anciens, on savait très bien qu'il y avait une précession des équinoxes, parce que tel ou tel philosophe grec avait déjà, ou les Égyptiens avaient déjà écrit des choses là-dessus. Et ils en tenaient compte dans leur civilisation. On se fondait sur un mouvement cyclique des précessions des équinoxes, qui dure en gros 26 000 ans. Le temps que la Terre, dans son mouvement oscillatoire par rapport à une telle étoile, puis un jour elle revient, la première étoile polaire, elle fait un circuit comme ça, en gros c'est 25 920 ans. En gros on arrondit à 26 000 ans. D'accord? Alors, ça c'est le premier point. Et ça, très peu de mouvements ésotériques enseignent ça. Ils vont enseigner le yoga, ils vont enseigner la méditation, ils vont enseigner le magnétisme, ils vont enseigner tout ça. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire qu'il y a une précession des équinoxes? Eh bien, parce que ça explique toute l'histoire. C'est-à-dire cette précession des équinoxes, qui dure 26 000 ans, est divisée en 12 mois zodiacaux, qui correspondent aux constellations. Donc en 26 000 ans, vous allez avoir une ère du Cancer, une ère des Gémeaux, une ère du Taureau, etc., qui dure, puisque le total c'est 26 000 ans, on divise par 12, on va trouver 2160 ans pour chaque partie, chaque mois de la précession, correspondant à une constellation du zodiaque. Donc vous allez avoir, comme je vous dis, une ère du Cancer, une ère des Gémeaux, une ère du Taureau, une ère du Bélier, ça va dans le sens inverse des signes du zodiaque. C'est-à-dire au lieu d'avoir Bélier, Taureau, Gémeaux, vous allez avoir Gémeaux, Taureau, Bélier, Poisson. En gros, le mouvement se fait dans l'autre sens que les signes du zodiaque. Alors vous allez dire en quoi c'est important? C'est très important, parce que du temps qu'on était dans la constellation du Taureau, les civilisations étaient taureaux. C'est-à-dire qu'on adorait le taureau, où on avait des déesses ou des dieux à tête de taureau, et toutes les légendes étaient à base de taureau. Par exemple, vous aviez le Minotaure en Crète, vous aviez la vache sacrée en Inde, vous avez le sacrifice du taureau dans telle ou telle conception, et comme les planètes qui régissent le signe du taureau et la Lune et Vénus, vous aviez le culte des déesses mères, et des cultes féminins à cette époque-là. Et en gros, on avait presque peut-être au niveau des sociétés humaines le matriarcat. Et après, on passe l'ère du Bélier. Alors là, c'est Mars qui dirige le Bélier. C'est un signe de feu. Là, c'est les civilisations guerrières. Alors là, vous avez les seigneurs de la guerre en Chine, vous avez les Grecs et les Romains. Alors là, quand vous avez les guerres de Troie, quand vous avez la guerre de Sparte contre Athènes, quand vous avez les légions romaines, vous allez dire, oui, c'est des civilisations guerrières, parce qu'on est dans l'ère du Bélier. Alors quand vous dites à un historien, c'est normal que ce soit guerrier parce que c'est l'ère du Bélier, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette ère du Bélier? Parce qu'en histoire, on ne dit pas compte absolument de ça, mais tout le temps, vous avez l'histoire du Bélier dans l'ère du Bélier. Pourquoi Abraham sacrifie le Bélier? Parce qu'on est dans l'ère du Bélier.
Ah, pourquoi on a le culte du bélier, du bouc, du je sais pas quoi à l'époque? Parce qu'on est dans ces signes-là. Et je vous passe tous les détails qui peuvent prouver, pour l'époque concernée, que toutes les civilisations de l'époque sont type bélier. Au point où, quand on est dans le signe du bélier, eh bien, on rejette le signe du taureau, on ridiculise, si vous voulez, le signe d'avant, ça devient totalement désuet, on se moque un petit peu des taureaux et de tout ce que ça se fait. Par exemple, quand les nostalgiques de l'ère du taureau veulent continuer le taureau, ben ils adorent le veau d'or. Et quand Moïse, qui est de l'ère du bélier, descend du mont Sinaï, il lance l'étape de la loi sur le veau d'or pour dire que c'est un culte maudit. Maudit parce que périmé, parce que c'est l'ère d'avant qui a pu être. Ah, je dis, si on explique l'histoire des civilisations comme ça, mais alors où est-ce qu'on va? Bah, allez prouver que c'est faux. Ah, vous allez dire, mais la suivante, c'est l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'est en gros du début du Christ jusque 2000 et quelques actuellement, c'est l'ère du christianisme. Alors vous allez dire, les poissons, c'est l'eau. Alors comme c'est l'eau, bah, c'est une symbolique d'eau, parce que chaque fois une symbolique, feu, terre, eau, etc. Vous allez dire, bah, Jésus, c'est une symbolique d'eau. Ben, parce que vous avez le baptême, parce que Jésus était très souvent au bord du lac de Tibériade, parce que la plupart des apôtres étaient pêcheurs, parce que le signe de reconnaissance des premiers chrétiens était le poisson, et que vous avez une symbolique de la pêche et de l'eau. Jésus marche sur les eaux, les apôtres lancent au filet, ils ramènent 153 poissons. Vous dites, c'est pas possible un truc pareil. Bon, ben, parce que la symbolique est d'eau, parce que ça correspond au poisson. Ah, vous êtes en face du signe du poisson, vous avez quel signe? Vous avez le signe de la Vierge, vous avez un culte de la Vierge. Et la Vierge c'est septembre, donc c'est les moissons, donc vous avez le pain. Parce que c'est les moissons, c'est le blé, c'est le pain. Donc d'un côté vous avez l'eau avec les poissons. Ah, vous voyez, pas manger du poisson le vendredi. Puis de l'autre côté vous avez l'Eucharistie, parce que c'est le pain, c'est le signe de la Vierge en face. Vous allez dire, si on explique les civilisations comme ça, c'est la fin des temps, c'est pas possible. Mais si. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi la précession des équinoxes, c'est pas de la gnognotte. Ça correspond vraiment au développement des civilisations. Alors, je ne vous rentre pas dans le détail pour trouver chaque siècle, chaque époque, dans toutes les conceptions du christianisme, une symbolique d'eau. On dit pour le Vatican la barque de pierre. Ah, Saint-Pierre, oui. Alors pourquoi la barque de pierre? Parce que bon, les apôtres étaient très souvent faire de la pêche sur le lac de Tibériade. Mais c'est invraisemblable. Le baptistère pour tremper les bébés dans l'eau. Pourquoi le rituel du christianisme, c'est le baptême? Alors que bien sûr, pour d'autres civilisations, c'est plutôt l'égorgement du taureau, machin. Mais parce que ça correspond. Alors, je ne sais pas quels pouvaient être les rituels dans l'ère du cancer, dans l'ère de. Mais des trucs en rapport comme ça. Bon. D'où l'idée que vous entendez très souvent évoquée quand l'ère du poisson se finit, puisqu'elle est 2000 ans et puis que ça dure 2000 et quelques années. Alors on va changer d'ère. Alors quelle est la prochaine? Ça va être l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, parce qu'on va dans l'autre sens. Hein. Taureau, bélier, son taureau. Alors dire, on va rentrer dans l'ère du Verseau. D'où est-ce que ça vient ce mot-là, cette expression-là? Ben, c'est ça. En fait, les gens qui parlent de l'ère du Verseau, ils parlent de la précession des équinoxes. Je n'ai jamais expliqué ce que c'est, comme je l'ai fait là. En fait, en plus, c'est faux de parler de l'ère du Verseau. Parce que quand vous changez de cycle après l'ère du Poisson, vous ne changez pas de signe d'une constellation zodiacale, vous faites un nouveau cycle de 26 000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce cycle de précession des équinoxes de 26 000 ans va d'une constellation du Verseau aux constellation du Poisson, ça fait un tour complet de 12 signes, puis on recommence au Verseau. Nous, dans notre zodiaque, on commence au Bélier, on va jusqu'au Poisson, mais en précession des équinoxes, comme ça tourne dans l'autre sens, et bien c'est toujours le Poisson le dernier signe, on va du Verseau au Poisson. Et comme le Poisson, c'est un signe d'eau et de dissolution, parce que vous savez, dans l'eau, tout se dissout, tout se désagrège, tout ce qui est écoulé comme un morceau, la civilisation vers du Poisson est en même temps la dernière. Alors, la dernière du cycle, hein. Il y a un autre cycle après, c'est pas la dernière que l'humanité finit. Mais je veux dire, on a un tournant qui montre que non pas on va changer de signe, comme on est passé bélier, taureau, bélier, poisson, etc., mais un nouveau cycle de 26 000 ans. Donc là, le changement il est considérable, et ça explique tout ce qu'on voit. Alors là, on est bien dans l'actualité de 2015,
d'une ère qui finit, alors que précession des équinoxes, ça veut dire que toujours, ça peut pas nous concerner, c'est des machins ésotériques, c'est farfelu, pas du tout. Bon, alors vous voyez, quand on en est là, hein, cette doctrine des cycles est très très très, très importante. Alors, c'est pas tout, hein, ça c'est rien du tout. Le système est beaucoup plus complexe parce qu'on va diviser cette période en plusieurs âges. Donc il y a une division en 12, mais il y a aussi plusieurs âges. On va distinguer un âge d'or, un âge d'argent, un âge d'airain, un âge de fer. Alors bien sûr, pendant l'âge d'or, c'est le paradis. Il faut voir la symbolique des métaux. Et toujours avec une dégradation, puisqu'on va de l'or à l'argent, au bronze, au fer. Et qui connaît l'or, c'est que l'or c'est brillant, c'est inaltérable, c'est le métal du soleil. Puis quand vous êtes au fer, le fer est gris, cassant, rouillé. Et pour montrer que c'est la dernière période, vous ne pouvez pas mieux. En gros, on part de l'or, c'est fantastique. L'argent, c'est un peu moins bon. Le rein, c'est encore un peu plus beau, mais alors le fer. On dit âge de fer et pas âge du fer. Hein. Parce que l'âge du fer, c'est l'âge des métaux, où on a su travailler le fer sur Terre, on a fait des épées en fer plutôt que des épées en bronze. Hein. Mais là, on est dans l'âge de fer, c'est-à-dire dernier âge, qu'on appelle aussi l'âge sombre. Et alors là, vous avez encore une nouvelle dégradation, c'est-à-dire vous avez les 26 000 ans, mais ce n'est pas 26 000 ans où chaque jour et chaque période, on fait à peu près la même chose, mais qu'elle serait équivalente. Vous avez une décadence interne, puisqu'on passe de l'or au fer. Bon. Et ça rejoint la dissolution. Vous avez une dissolution avec le poisson, les poissons, et une casse, parce que le fer rouille, se désagrège, et disparaît. C'est absolument hallucinant. Donc en ésotérisme, on appelle ça l'involution, puisqu'on va passer du paradis, qui est un âge d'or, avec des beaux arbres, la cascade, etc. Adam et Ève qui vivent complètement innocents, à cueillir les pommes et les fruits sur les arbres et tout ce qui s'ensuit, où les animaux sont très sympathiques. Et il y a déjà des lions et des rhinocéros, etc. Tous les animaux, mais ils ne sont pas méchants, ils ne dévorent pas les autres, tout est une harmonie parfaite. Puis un jour, vous savez, il y a la faute, alors on est chassé du paradis, forcément on tombe dans l'âge suivant. En gros, perdre le paradis dans l'histoire d'Andorienne, c'est mettre fin à l'âge d'or pour les âges qui suivent. Et on voit jusqu'au bout de la décadence finale appelée involution. Alors vous allez dire, est-ce qu'on retrouve une chose extraordinaire dans toutes les traditions? Quasiment. Vous prenez les tribus indiennes d'Amérique du Nord, ils vont vous dire au début de l'histoire des Indiens, il y avait un bison qui était sur ses 4 pattes, puis après il y a eu 3 pattes, puis après il y a eu 2 pattes, puis après il y a eu 1 patte, puis c'est effondré. Donc on est bien dans une symbolique 4, 3, 2, 1, exactement comme âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, âge de fer, en gros, 4. Avec toujours une gradation, 4, 3, 2, 1. En gros, l'âge d'or dure très longtemps, tant mieux, c'est beau. L'âge d'argent un peu moins. L'âge de fer, c'est terrifiant, on voit toutes les couleurs. C'est catastrophe, c'est affreux, c'est lié, c'est plein de guerre, c'est plein de violence. Alors, heureusement que ça ne dure pas longtemps, parce que vous avez une symbolique 4, 3, 2, 1. Hein? Alors, je vous prends un seul exemple d'une autre civilisation, c'est la civilisation hindoue, elle a plein de cycles aussi. Alors là, c'est des cycles de milliards d'années. Vous avez le jour de Brahma, où il est éveillé, c'est tant de milliards d'années. La nuit de Brahma, c'est tant de milliards d'années, où l'univers, il n'y a pas de planète dedans, plein de constellations. Vous avez que l'espace infini, après on met des choses dedans, il y a une création, elle se résorbe, elle est anéantie, puis on renouvelle le cycle, puis ça recommence, mais sur des centaines de milliards d'années. Qui concerne bonhomme, bon, etc. Et alors eux, ils ont divisé le temps aussi, toutes ces périodes. Alors eux, ils n'ont pas particulièrement la précision des équinoxes alors qu'ils savaient ce que c'était. Eux, leur doctrine des temps, ça s'appelle les Manvantara, et ce sont des périodes de 64 800 ans. Mais divisé aussi en 4, 3, 2, 1. Donc vous allez voir une période équivalente à 4, alors ça va faire 25 920 ans, tiens, comme par hasard, comme la durée de précession des équinoxes. Après vous avez une deuxième période qui va correspondre chez nous à l'argent et qui doit être de 19 940 ans. Et puis après vous avez 1296 ans et après c'est 1480 ans la fin. La fin est 1/10 du total, 64 800 ans, ça donne 6480 ans pour le dernier âge, qu'ils appellent des yugas, leur âge c'est des yugas.
Alors, premier âge très long correspondant à l'âge d'or, ça s'appelle le Krita Yuga, etc. Après, vous avez un deuxième Yuga, troisième Yuga, un Dvapara Yuga, je vous passe tous les Yugas. Et alors, le dernier Yuga, ça veut dire un âge, hein, ça s'appelle le Kali Yuga. Alors ça, c'est très à la mode d'employer le Kali Yuga. En gros, c'est l'âge sombre. Ce qui correspond pour nous à l'âge de fer, c'est l'âge sombre, ça s'appelle l'âge noir, l'âge sombre, l'âge des ténèbres, c'est toujours affreux. Et pourquoi Kali Yuga? Parce qu'on donne un dieu à chaque Yuga, et le dernier Yuga, le Kali Yuga, c'est le Yuga de la déesse Kali. Vous allez dire une charmante déesse qui s'appelle Kali, sauf que la déesse Kali dans la religion hindoue, c'est une terreur inimaginable, c'est la déesse de la destruction, et c'est normal que c'est elle qui préside à la destruction du cycle, à la résorption de tous ces milliers d'années pour renouveler le monde. Alors si vous connaissez un peu la religion hindoue, la déesse Kali, vous connaissez peut-être le dieu Indra, Vishnu, etc. Etc. Et la déesse Kali, elle est noire. Bon, elle a des canines de vampire, elle a une langue très très longue et rouge, pleine de sang, puis elle a de multiples bras et des poignards, etc. C'est une horreur sans nom, parce que c'est la déesse de la destruction finale des temps. Mais un temps qui dure quand même 6080 ans. Et les derniers 6480 ans appelés Kali Yuga dans la religion hindoue correspondent comme par hasard justement à nous, ère du taureau, ère du bélier, ère des poissons. Si vous additionnez 3 fois 3160 ans, vous avez quasiment 6000 et quelques années qui correspondent au Kali Yuga. C'est-à-dire nous, nos 3 derniers signes du zodiaque de la précession des équinoxes correspondent au Kali Yuga hindou. Et dedans, vous avez à peu près la même chose. C'est-à-dire on considère que le Kali Yuga, ça a commencé il y a plus de 6000 ans, ça a commencé à vraiment aller très très mal sur la Terre, puis ça continue à se dégrader jusqu'à aujourd'hui. Et nous, ère du taureau, bélier, poisson, ça continue à se dégrader. Parce qu'on va toujours dans le sens de l'involution. Bon, j'allais dire, alors si on va dans un ordre initiatique, on doit apprendre tout ça, non. Hein. Attention, on n'explique pas ça comme ça tout le temps. Ceux qui veulent comprendre la doctrine, bon, tu dis ça, puis c'est une fois pour toutes, hein. D'accord. Mais bon, si on veut savoir pourquoi on en est où on en est aujourd'hui, dans une phase finale, on est dans une phase finale. Personne ne pourra dire avec ce qu'il voit dans l'actualité aujourd'hui, ne parlez pas d'âge des ténèbres, c'est l'âge d'or. Hein. Parce que pour parler d'âge d'or aujourd'hui, je ne sais pas, ils auront. Alors qu'est-ce que ce serait l'âge d'or si aujourd'hui on est dans un âge d'or? Vous voyez bien qu'on est bien à la fin, et que tout le monde parle de fin. Hein. Dans tous les milieux, même pas ésotérique du tout, on dit mais il y a une crise de civilisation, mais il y a une crise économique, mais il y a une crise du modèle occidental, mais une crise de ceci, mais c'est une crise permanente, donc c'est la fin, avec un F majuscule. Alors les hindous, comme ils font jamais rien comme nous, qui sont beaucoup plus forts en mystique et en métaphysique, ils ont greffé là-dessus quelque chose de très particulier, qui est une explication de l'histoire par ces cycles. Et en gros, ils ont branché le système des castes sur le système des âges d'or, d'argent, etc. Hein? Donc il y aurait une caste sacerdotale, une caste des grands prêtres, des mystiques, des maîtres spirituels, etc., qui correspond à l'âge d'or parce que c'est les grands maîtres. Après, vous aurez une caste des guerriers, qu'on appelle les kshatriyas. C'est les guerriers pour l'Inde, c'est le pouvoir royal, les militaires, etc. Ça correspond à l'âge d'argent. Puis après, vous avez l'âge des artisans, des marchands, des commerçants, etc. Hein, ce sont les vaishas, la troisième caste. Et puis vous avez les sudras, les exécutants, les travailleurs, etc. Donc ça correspond aux 4 castes fondamentales de l'Inde, brahman, kshatriya, etc. À chaque fois, vous voyez, il y a une gradation. Vous avez les maîtres spirituels, les grands prêtres. Le but, pouvoir politique, pouvoir économique, travailleurs, puis les hors caste. Alors les hors caste, ils sont de rien du tout, ils sont en dessous même des travailleurs, ils sont rien, ils sont les parias. Ce qu'on appelle les parias, c'est les hors caste dans ce système-là. Alors vous voyez que c'est très élaboré, hein, avec un système d'or d'argent, avec la dégradation des métaux. Il y avait, alors bien sûr, on met au sommet le brahman, caste sacerdotale, nous aussi. Hein. Quand on a eu en Occident la société d'ordre avec noblesse, clergé, tiers d'État, on avait première caste le clergé, toujours à la droite du roi, sa fidèle noblesse, le tiers d'État reste.
Là, c'était divisé en droits. En gros, les mêmes idées que la caste première est sacerdotale, la caste deuxième est politique, la caste troisième sont les autres. Alors bien sûr, ça fait hurler au scandale à tous les milieux, j'allais dire profanes de la Terre, en disant c'est injuste, c'est scandaleux, il y a des divisions, il n'y a pas l'égalité absolue de tous, etc. Dans la tradition primordiale, l'égalité, ça n'existe pas. Alors vous allez dire, oui, mais c'est scandaleux que les brahmanes, qui sont les grands prêtres, soient au sommet d'une pyramide, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Hein. Ensuite, les politiques, les administrateurs, et militaires, et généraux, ça suit. Ensuite, les marchands au milieu économique, et tout en bas, ça fait une belle pyramide. Et chacun a une influence sur l'autre. Le brahman donne des conseils, influe sur les rois, la classe politique. Vous vous rappelez, chez nous, le roi est roi, droit divin, il est sacré par la religion est bien première, le roi est deuxième. Enfin, la noblesse est fidèle au roi, les autres exécutent. Donc vous avez une belle pyramide. D'accord ? Alors, pourquoi ça a été fait comme ça, en Inde ou chez nous, du temps de la société d'ordre? Parce qu'on considérait que dans les temps anciens, c'est plus le cas, hein, que les maîtres spirituels étaient en contact avec les dieux. Donc avant, on croyait aux dieux. Au pluriel, si c'était un polythéisme, ou à Dieu, un Dieu unique comme Moïse. Donc comme c'est les grands prêtres, forcément, ils sont en contact avec les divinités, ou les anges, les archanges, les entités. Sinon, ça ne sert à rien qu'ils soient les grands prêtres. En gros, ils font référence à un monde supérieur à l'homme. Et comme ils ont cette science infuse, les visions, les divinations, le contact peut-être avec des entités célestes, ils savent de quoi ils parlent quand ils disent il faut faire ça, il faut aller là, il faut aller dans ce sens-là. Et ils influent, le roi, qui influe, ceux qui sont en dessous. Ça paraît logique, hein, sauf que c'est pas ennemi à un siècle égalitariste aujourd'hui. Mais justement, comme on est à la fin, cette tradition-là, on ne peut plus la supporter. C'est normal. Hein. Quand vous êtes dans l'âge d'or, vous supportez que le grand maître spirituel, qui chaque jour, dans son rituel, entre en contact avec une divinité, puisse vous donner des conseils qu'aujourd'hui, on ne supporterait pas, parce que dirait, vos dieux n'existent pas. Votre contact avec un monde céleste n'existe pas. Le ciel n'existe pas, n'existe que la matière. Vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. On va dire, mais pourquoi on devrait obéir à ces gens-là de catégorie supérieure, puisqu'ils prétendent avoir contact avec les dieux, dieux qui n'existent pas. Terminé. À cette époque-là, bien sûr, dans l'Antiquité, vous croyez dur comme fer à toute divinité. Hein. Vous voyez, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, c'était plein de dieux partout, plein de rituels, plein de temples. Mais il reste que les temples, hein, d'ailleurs, en archéologie. On ne retrouve pas les cabanes des gens, mais il faut retrouver le temple de Karnak, il faut retrouver les pyramides. On a bâtissé pour les dieux, ça reste. Nous, on bâtit des HLM pour les humains, ça reste. Ça tiendra pas 3000 ans. Bon, 5000 ans, même pour les pyramides. Hein. C'est 2750 avant Jésus-Christ. Là, on a construit en dur, hein, super dur, hein, mais on construisait pour le ciel, hein, pour la demeure du pharaon qui s'en allait vers la constellation d'Orion. Forcément, cette conception-là est totalement morte. Hein. On ne peut pas l'appliquer aujourd'hui, je vous raconte le schéma. Hein, mais bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans la situation inverse. La caste sacerdotale a perdu le pouvoir. Vous n'avez plus une religion et les théologiens et les brahmanes qui dirigent le monde. Bon, forcément, après, c'est passé au roi, mais vous n'avez plus de roi non plus. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui domine? La caste économique, les financiers, les multinationales, et puis le peuple, le reste, puisque le peuple est souverain. Alors quand vous faites une politique traditionnelle, vous avez le grand prêtre qui dirige le roi, qui dirige les autres castes, et que vous êtes dans une société actuelle, c'est le peuple qui est souverain, donc la pyramide, la base d'en bas, qui est censé donner son avis par son vote aux politiques et aux économistes, qui sont censés faire tourner un petit peu les choses quand même, mal, hein, parce que bon, c'est mal. Et puis bien sûr, la caste sacerdotale n'existe plus. Vous avez dans aucun discours politique une référence à une caste sacerdotale, un contact avec les dieux. Et quand on dit, mais il y a une religion quand même, mais ça, la religion, c'est totalement à part de l'État. Si, parce qu'on va vous dire, d'où la laïcité. On va dire, c'est normal que ce soit laïque aujourd'hui, parce qu'il y a une séparation du politique et du religieux. Les politiques ne veulent plus du tout obéir à quoi que ce soit de religieux. Quand c'est encore le cas, c'est un véritable scandale que le pape ose donner un conseil à qui que ce soit, le Dalai Lama, mais c'est un scandale qui parle encore, des trucs comme ça. Donc on ne veut plus rien avoir avec le sacerdotal. Est-ce que ça marche mieux pour autant? Et justement, les initiés vous diront,
C'est à partir du moment où c'est coupé du spirituel et coupé des divinités, tout a complètement foiré. D'où le fait qu'on pourrait peut-être tourner en rond complètement aujourd'hui sans jamais sortir de rien. Parce que vous avez vu dans les 3 catégories qui sont hors spiritualité, qui se sont volontairement coupés de la spiritualité par une révolte. Hein, parce que quand je dis c'est passé de la caste sacerdotale à la caste royale, c'est à la suite d'une révolte qui a renversé la caste supérieure. Hein. Dans les légendes, on raconte ça. Hein, un renversement de la caste supérieur pour prendre sa place, gouverner à sa place, en pensant que ça irait mieux, en s'accordant avec les financiers, parce qu'un homme politique a toujours besoin de finances, vous avez remarqué, puis en essayant de faire travailler le peuple pour eux. Donc c'est une sorte de ménage à trois, ça ne marche pas tellement bien. Parce que quand vous voyez le conflit entre les politiques, les financiers, les économistes, etc., les chefs d'entreprise et les travailleurs, c'est toujours la guerre. Hein. Vous n'avez qu'à voir la situation aujourd'hui dans le monde. Vous apercevez que ces 3 catégories-là, quand ils sont privés de l'éclairage du monde supérieur, s'entretuent. Alors vous allez dire, oui, mais si vous expliquez l'histoire des sociétés de cette façon-là, vous comprenez, d'abord vous n'êtes pas dans l'histoire officielle, c'est certain. Vous croyez quand même pas qu'on va croire des absurdités pareilles. Mais quelle autre explication on a? Parce que ça semble probant, hein, comme truc. Bah oui, aujourd'hui il tourne en rond, il y a le peuple théoriquement souverain, mais une fois qu'il a voté, bon, alors les autres, ils délèguent ses pouvoirs justement aux hommes politiques qui disent oh, ça arrange comme ça, puis comme on veut faire des réformes, comme on veut construire des choses, on a toujours besoin des financiers, alors est-ce qu'ils nous prêtent l'argent ou pas, quel taux, etc. Où vont les capitaux, alors est-ce qu'ils vont en Chine, est-ce qu'ils vont en Allemagne, est-ce qu'ils vont au Portugal, bon, alors il faut les appâter, on dit oui, chez nous c'est plus avantageux, mais pas trop de taxes, puis c'est une jungle absolument imaginable, sans compter les crises politiques, la révolution, les crises économiques, etc., qui dans un âge d'or gouvernait par les maîtres spirituels qui avaient contact avec les dieux, paraît absolument à tout ça. Alors forcément, quand vous expliquez dans la théorie des castes, qui n'a pas été une théorie en Inde jusqu'en 1947, où tout était divisé en castes, officiellement elles sont abolies. Mais quand vous êtes de la caste des Sudras et que vous voulez épouser une jeune femme de la caste des Brahmanes, vous ne passez pas. Parce que là-bas, ils savent que votre famille, depuis telle époque, elle est plutôt des Brahmanes, qu'elle est plutôt des Sudras, qu'elle est plutôt des Kshatriyas. Hein. Donc ça ne se mélange pas. Hein. En moins de cas, comme ci par-là. Hein. Bon, vous voyez, donc on en tient compte quand même. Enfin, officiellement, elles sont abolies. Alors, on disait, oui, mais vous vous rendez compte, celui qui est Brahmane n'est pas privilégié. Même si on dit, mais il a le pouvoir, lui, de contacter les dieux, alors peut-être qu'il y a des pouvoirs supranormaux, qu'il y a l'élévation de l'âme, etc. Puis alors, bien sûr, celui qui travaille dans le champ, lui, il n'a peut-être pas ces capacités, mais là-bas, c'est expliqué par le karma et la réincarnation. Alors, là-bas, on vous dit, ben, selon votre incarnation, comme vous avez fait tellement de bêtises dans les incarnations précédentes, comment vous voulez être brahmane, on ne peut pas vous confier une telle dignité, eh bien, si vous êtes paria, ben, c'est parce que vous avez été un grand criminel dans les incarnations précédentes. Mais quand vous êtes hindouiste, vous croyez à la réincarnation et au karma. Mais en Occident, non. Chez nous, un matérialiste ou un homme politique, je vais vous dire, votre karma n'existe pas, puis la réincarnation, ça n'existe pas. Puis la religion chrétienne elle-même ne croit pas en réincarnation. Donc, dire, là, c'est des blagues. Mais pour cette civilisation-là, tout est logique. Ah, vous allez dire, oui, mais alors comment on explique ça pour chez nous? Parce que chez nous, tous les courants ésotériques croient à la réincarnation. C'est encore une donnée de la tradition primordiale. Quelqu'un qui est engagé dans ces enseignements-là croit au karma, à la réincarnation. D'ailleurs, en astrologie, on nous dit, il y a une astrologie karmique. Alors, c'est quoi vos incarnations précédentes? Vous allez voir des voyantes, vous dites, vous avez une incarnation de tel genre, tel genre, tel genre. Il n'y a que dans ces milieux-là qu'on y croit en Occident. Hein. Vous voyez? Alors, on explique un petit peu tout de cette façon-là. Alors, vous avez donc plusieurs idées. Vous avez toujours l'idée d'une évolution cyclique, vous avez toujours l'idée qu'il y a une dégradation. Parce que si on passe de la première classe à la dernière, c'est la dernière qui commande, la pyramide elle est mise en envers. C'est-à-dire celle qui est en bas vient première, et la partie sacerdotale, la pyramide, a le nez dans le sable. Elle ne va pas tenir longtemps, mais c'est normal puisque c'est la fin. Donc, le fait que le schéma s'inverse explique qu'on va vers la fin. Sinon, ça ne s'inverserait pas, je serais stable ad vitam aeternam, mais c'est fait avec un renversement de ce genre-là. Et donc, vous avez l'idée d'une évolution, d'une involution. Plus ça va mal.
en gros. Alors vous allez dire, c'est pas très optimiste. Chapitre 1er. Autorité et hiérarchie. À des époques fort diverses de l'histoire, et même en remontant bien au-delà de ce qu'on est convenu d'appeler les temps historiques, dans la mesure où il nous est possible de le faire à l'aide des témoignages concordants que nous fournissent les traditions orales ou écrites de tous les peuples, nous trouvons les indices d'une fréquente opposition entre les représentants de deux pouvoirs, l'un spirituel et l'autre temporel, quelles que soient d'ailleurs les formes spéciales qui revêtuent l'un et l'autre de ces deux pouvoirs pour s'adapter à la diversité des circonstances, selon les époques et selon les pays. Ce n'est pas à dire, cependant, que cette opposition et les luttes qu'elle engendre soient vieilles comme le monde, suivant une expression dont on abuse trop souvent, ce serait là une exagération manifeste, car pour qu'elles viennent à se produire, il a fallu, d'après l'enseignement de toutes les traditions, que l'humanité en soit arrivée déjà à une phase assez éloignée de la pure spiritualité primordiale. D'ailleurs, à l'origine, les deux pouvoirs dont il s'agit n'ont pas dû exister à l'état de fonctions séparées, exercées respectivement par des individualités différentes. Ils devaient, au contraire, être contenus alors l'un et l'autre dans le principe commun dont ils procèdent tous deux, et dont ils représentaient seulement deux aspects indivisibles, indissolublement liés dans l'unité d'une synthèse à la fois supérieure et antérieure à leur distinction. C'est ce qu'exprime notamment la doctrine hindoue lorsqu'elle enseigne qu'il n'y avait tout d'abord qu'une seule caste, le nom de Hamsa, qui est donné à cette caste primitive unique, indique un degré spirituel très élevé, aujourd'hui tout à fait exceptionnel, mais qui était alors commun à tous les hommes et qu'ils possédaient en quelque sorte spontanément. Et ce degré au-delà des 4 castes qui se sont constituées ultérieurement et entre lesquelles se sont réparties les différentes fonctions sociales. Le principe de l'institution des castes, si complètement incompris des Occidentaux, n'est pas autre chose que la différence de nature qui existe entre les individus humains, et qui établit parmi eux une hiérarchie dont la méconnaissance ne peut amener que le désordre et la confusion. C'est précisément cette méconnaissance qui est indiquée dans la théorie égalitaire si chère au monde moderne, théorie qui est contraire à tous les faits les mieux établis et qui est même démentie par la simple observation courante, puisque l'égalité n'existe nulle part en réalité. Mais ce n'est pas ici le lieu de nous étendre sur ce point que nous avons déjà traité ailleurs. Les mots qui servent à désigner la caste dans l'Inde ne signifient pas autre chose que nature individuelle. Il faut entendre par là des caractères qui s'ajoutent à la nature humaine spécifique pour différencier les individus entre eux. Et il convient d'ajouter tout de suite que l'hérédité n'entre que pour une part dans la détermination de ces caractères, sans quoi tous les individus d'une même famille seraient exactement semblables, si bien que la caste n'est pas strictement héréditaire en principe, quoiqu'elle ait pu le devenir le plus souvent en fait et dans l'application. En outre, puisqu'il ne saurait y avoir deux individus identiques ou égaux sous tous les rapports, il y a forcément encore des différences entre ceux qui appartiennent à une même caste. Mais de même qu'il y a plus de caractères communs entre les êtres d'une même espèce qu'entre des êtres d'espèces différentes. Il y en a aussi davantage à l'intérieur de l'espèce entre les individus d'une même caste qu'entre ceux de castes différentes. On pourrait donc dire que la distinction des castes constitue, dans l'espèce humaine, une véritable classification naturelle à laquelle doit correspondre la répartition des fonctions sociales. En effet, chaque homme, en raison de sa nature propre, est apte à remplir telle fonction définie à l'exclusion de telle autre. Et dans une société établie régulièrement sur des bases traditionnelles, ces aptitudes doivent être déterminées suivant des règles précises, afin que, par la correspondance des divers genres de fonctions avec les grandes divisions de la classification des natures individuelles, et, sauf des exceptions dues à des erreurs d'application toujours possibles, mais réduites en quelque sorte au minimum, chacun se trouve à la place qu'il doit occuper normalement, et qu'ainsi l'ordre social traduise exactement les rapports hiérarchiques qui résultent de la nature même des êtres. Telle est, résumée en peu de mots, la raison fondamentale de l'existence des castes, et il faut en connaître au moins ces notions essentielles pour comprendre les allusions que nous serons forcément amenés à faire par la suite, soit à leur constitution telles qu'elles existent dans l'Inde, soit aux institutions analogues qui se rencontrent ailleurs, car il est évident que les mêmes principes, bien qu'avec des modalités d'application diverses, ont présidé à l'organisation de toutes les civilisations possédant un caractère véritablement traditionnel. La distinction des castes avec la différenciation des fonctions sociales à laquelle elle correspond résulte en somme d'une rupture de l'unité primitive. C'est alors qu'apparaissent aussi comme séparés l'un de l'autre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, qui constituent précisément dans leur exercice distinct les fonctions respectives des deux premières castes, celles des brahmanes et celles des kshatriyas.
D'ailleurs, entre ces deux pouvoirs, comme plus généralement entre toutes les fonctions sociales attribuées désormais à des groupes différents d'individus, il devait y avoir originairement une parfaite harmonie, par laquelle l'unité première était maintenue autant que le permettaient les conditions d'existence de l'humanité dans sa nouvelle phase, car l'harmonie n'est en somme qu'un reflet ou une image de la véritable unité. Ce n'est qu'à un autre stade que la distinction devait se transformer en opposition et en rivalité, que l'harmonie devait être détruite et faire place à la lutte des deux pouvoirs, en attendant que les fonctions inférieures prétendent à leur tour à la suprématie pour aboutir finalement à la confusion la plus complète, à la négation et au renversement de toute hiérarchie. La conception générale que nous venons d'esquisser ainsi dans ces grands traits est conforme à la doctrine traditionnelle des 4 âges successifs en lesquels se divise l'histoire de l'humanité terrestre, doctrine qui ne se rencontre pas seulement dans l'Inde, mais qui était également connue de l'Antiquité occidentale et spécialement des Grecs et des Latins. Ces 4 âges sont les différentes phases que traverse l'humanité en s'éloignant du principe, donc de l'unité et de la spiritualité primordiale. Ils sont comme les étapes d'une sorte de matérialisation progressive nécessairement inhérente au développement de tout cycle de manifestation ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs, voire la crise du monde moderne. C'est seulement dans le dernier de ces 4 âges que la tradition hindoue appelle le Kali Yuga ou âge sombre et qui correspond à l'époque où nous sommes présentement que la subversion de l'ordre normal a pu se produire et que, tout d'abord, le pouvoir temporel a pu l'emporter sur le spirituel. Mais les premières manifestations de la révolte des Kshatriyas contre l'autorité des Brahmanes peuvent cependant remonter beaucoup plus tard, dès le début de cet âge, début qui est lui-même fort antérieur à tout ce que connaît l'histoire ordinaire ou profane. Cette opposition des deux pouvoirs, cette rivalité de leurs représentants respectifs, était représentée chez les Celtes sous la forme de la lutte du sanglier et de l'ours, suivant un symbolisme d'origine hyperboréenne qui se rattache à l'une des plus anciennes traditions de l'humanité, sinon même la première de toutes, à la véritable tradition primordiale. Et ce symbolisme pourrait donner lieu à d'amples développements qui ne sauraient trouver place ici, mais que nous aurons peut-être l'occasion d'exposer quelques jours. Dans ce qui va suivre, nous n'avons pas l'intention de remonter ainsi jusqu'aux origines et tous nos exemples seront empruntés à des époques beaucoup plus rapprochées de nous, comprises même uniquement dans ce que nous pouvons appeler la dernière partie du Kali Yuga, celle qui est accessible à l'histoire ordinaire et qui commence exactement au VIe siècle avant l'ère chrétienne. Il n'en était pas moins nécessaire de donner ces notions sommaires sur l'ensemble de l'histoire traditionnelle, sans lesquelles le reste ne serait compris que très imparfaitement, car on ne peut comprendre vraiment une époque quelconque qu'en la situant à la place qu'elle occupe dans le tout dont elle est un des éléments. C'est ainsi que, comme nous avons eu à le montrer récemment, les caractères particuliers de l'époque moderne ne s'expliquent que si l'on considère celle-ci comme constituant la phase finale du Kali Yuga. Nous savons bien que ce point de vue synthétique est entièrement contraire à l'esprit d'analyse qui préside au développement de la science profane, la seule que connaissent la plupart de nos contemporains, mais il convient précisément de l'affirmer d'autant plus nettement qu'il est plus méconnu, et d'ailleurs il est le seul que puissent adopter tous ceux qui, comme nous, entendent se tenir strictement dans la ligne de la véritable orthodoxie traditionnelle, sans aucune concession à cet esprit moderne qui, nous le redirons jamais trop, ne fait qu'un avec l'esprit antitraditionnel lui-même. Sans doute, la tendance qui prévaut actuellement est de traiter de légendaires, voire même de mythiques, les faits de la plus lointaine histoire, tels que ceux auxquels nous venons de faire allusion, ou même certains autres qui sont pourtant beaucoup moins anciens, comme quelques-uns de ceux dont il pourra être question par la suite, parce qu'ils échappent aux moyens d'investigation dont disposent les historiens profanes. Ceux qui penseraient ainsi, en vertu d'habitudes acquises par une éducation qui n'est trop souvent aujourd'hui qu'une véritable déformation mentale, pourront du moins, s'ils ont malgré tout conservé certaines possibilités de compréhension, prendre ces faits simplement pour leur valeur symbolique. Nous savons quant à nous que cette valeur ne leur enlève rien de leur réalité propre en tant que fait historique, mais elle est en somme ce qui importe le plus, parce qu'elle leur confère une signification supérieure d'un ordre beaucoup plus profond que celle qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes. Et c'est là encore un point qui demande quelques explications.
Tout ce qui est, sous quelque mode que ce soit, participe nécessairement des principes universels, et rien n'est que par participation à ces principes qui sont les essences éternelles et immuables contenues dans la permanente actualité de l'intellect divin. Par conséquent, on peut dire que toute chose, si contingente qu'elle soit en elle-même, traduisent ou représentent les principes à leur manière et selon leur ordre d'existence, car autrement elles ne seraient qu'un pur néant. Ainsi, d'un ordre à l'autre, toute chose s'enchaîne et se correspondent pour concourir à l'harmonie universelle et totale, car l'harmonie, comme nous l'indiquions déjà plus haut, n'est rien d'autre que le reflet de l'unité principielle dans la multiplicité du monde manifesté, et c'est cette correspondance qui est le véritable fondement du symbolisme. C'est pourquoi les lois d'un domaine inférieur peuvent toujours être prises pour symboliser les réalités d'un ordre supérieur, et elles ont leur raison profonde, qui est à la fois leur principe et leur fin, et nous pouvons signaler en passant à cette occasion l'erreur des modernes interprétations naturalistes des antiques doctrines traditionnelles, interprétations qui renversent purement et simplement la hiérarchie des rapports entre les différents ordres de réalité. Par exemple, pour ne considérer qu'une des théories les plus répandues de nos jours, les symboles ou les mythes n'ont jamais eu pour rôle de représenter le mouvement des astres, mais ce qui est vrai, c'est qu'on y trouve souvent des figures inspirées de celui-ci et destinées à exprimer analogiquement toute autre chose, parce que les lois de ce mouvement traduisent physiquement les principes métaphysiques dont elles dépendent. Et c'est là-dessus que reposait la véritable astrologie des anciens. L'inférieur peut symboliser le supérieur, mais l'inverse est impossible. D'ailleurs, si le symbole était plus éloigné de l'ordre sensible que ce qu'il représente, au lieu d'en être plus rapproché, comment pourrait-il remplir la fonction à laquelle il est destiné, et qui est de rendre la vérité plus accessible à l'homme en fournissant un support à sa conception ? D'autre part, il est bien évident que l'emploi d'un symbolisme astronomique, pour reprendre le même exemple, n'empêche nullement les phénomènes astronomiques d'exister comme tels et d'avoir dans leur ordre propre toute la réalité dont ils sont susceptibles. Il en est exactement de même pour les faits historiques, car ceux-ci, comme tous les autres, expriment selon leur mode les vérités supérieures et se conforment à cette loi de correspondance que nous venons d'indiquer. Ces faits, eux aussi, existent bien réellement comme tels, mais en même temps, ils sont également des symboles, et à notre point de vue, ils sont beaucoup plus dignes d'intérêt en tant que symboles qu'en tant que faits. Il ne peut en être autrement dès lors que nous entendons tout rattacher au principe, et c'est précisément là, comme nous l'avons expliqué ailleurs, ce qui distingue essentiellement la science sacrée de la science profane. Si nous y avons assisté quelque peu, c'est pour qu'il ne se produise aucune confusion à cet égard. Il faut savoir mettre chaque chose au rang qui lui revient normalement. L'histoire a la condition d'être envisagée comme il convient, a, comme tout le reste, sa place dans la connaissance intégrale, mais elle n'a de valeur sous ce rapport qu'en tant qu'elle permet de trouver dans les contingences mêmes qui sont son objet immédiat un point d'appui pour s'élever au-dessus de ces contingences. Quant au point de vue de l'histoire profane qui s'attache exclusivement aux faits et ne le dépasse pas, il est sans intérêt à nos yeux, de même que tout ce qui est du domaine de la simple érudition. Ce n'est donc nullement en historien si l'on entend en ce sens que nous considérons les faits, et c'est ce qui nous permet de ne tenir aucun compte de certains préjugés critiques particulièrement chers à notre époque. Il semble bien d'ailleurs que l'emploi exclusif de certaines méthodes n'ait été imposé aux historiens modernes que pour les empêcher de voir clair dans des questions auxquelles il ne fallait pas toucher, pour la simple raison qu'elles auraient pu les amener à des conclusions contraires aux tendances matérialistes que l'enseignement officiel avait pour mission de faire prévaloir. Il va de soi que, pour notre part, nous ne nous sentons aucunement tenus de garder la même réserve. Cela dit, nous pensons donc pouvoir aborder directement le sujet de notre étude sans nous attarder davantage à ces observations préliminaires qui n'ont en somme pour but que de définir le plus nettement possible l'esprit dans lequel nous l'écrivons et dans lequel il convient également de la lire si l'on veut vraiment en comprendre le sens. Mais nous allons voir tout de suite l'extrême importance de cette figure, donc la tétractis, et combien l'archéologie est passée pour le moment à côté de la compréhension de cette figure. Mais avant que d'aller plus loin dans la revue du sujet, il serait bon de nous remémorer quelques éléments importants pour la démonstration de ma théorie. Voilà, dans l'Antiquité grecque, il y avait autant de versions des mythes qu'il y avait de cités-États. Et Hésiode,
un grec au 8e siècle avant Jésus-Christ, poète de son état, va nous proposer sa version qui va consister en quelque sorte en une refonte des précédentes. Il va nous proposer donc un paradigme, un modèle, selon un axe vertical, en y associant des endroits qui sont l'apanage de différentes déités. Donc, selon un axe vertical haut-bas, il y aura ainsi le ciel, qui sera le domaine de Zeus, la mer, la terre, et enfin, profondément enfoui sous les pieds, le Tartare, les enfers, qui à l'époque, chez les Grecs, faisait partie donc du royaume d'Hadès. 300 ans plus tard, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Empédocle, lui, va en quelque sorte greffer sur cet axe vertical des éléments. Donc au ciel sera attribué le feu. À cette ligne équidistance entre le ciel et les enfers, donc à l'océan, la mer, le flot, va être assimilé l'eau. Ensuite va venir la terre. Et enfin, en dessous, les enfers. Et entre ces différents éléments aussi, il va assimiler un autre élément, l'air. Donc, globalement, il y aura le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est ce que nous connaissons sous les 4 éléments d'Empédocle. Maintenant, il est quasi impossible de parler de la tétractys sans parler des pythagoriciens. Alors, Pythagore, au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'était un réformateur religieux et il a fondé une science politique. Il défendait le régime aristocratique, c'est-à-dire qu'il confie le gouvernement à une élite, pour lui, celle de savants. Alors Pythagore, il a créé une fraternité dans laquelle il a expérimenté son modèle en réduction de l'État. Il a divisé la société en 3 fonctions sociales, comme tous les Indo-Européens, à savoir les producteurs, les guerriers et les rois prêtres. Il a voulu organiser la cité de façon mathématique et rationnelle. Il a élaboré des lois conservatrices favorables à la famille, recommandant le respect des lois et des magistrats. C'est un militariste et il a dispensé son savoir acquis d'échanges ou de voyages à des disciples triés sur le volet. Donc voici une petite peinture qui représente Pythagore. On y voit quelques-uns de ses symboles, donc à savoir la tétractys par exemple au-dessus de sa tête, l'équerre, le compas, une fleur de vie, un arbre de vie, pardon. Donc voici plus précisément ce qu'est la tétractys. Il s'agit d'un ensemble de triangles donc, mais il faut autant voir le sommet et la base de ces triangles qui vont donc déterminer des points, un agencement de points, que nous allons retrouver donc sous différentes figurations sur les fibules. Alors, pour en savoir un peu plus sur la tétractys et les codes points, donc la tétractys c'est un mot qui évoque le nombre 4, tétra, et une lumière rayonnante, actis. C'est un nombre représenté par 10 chiffres disposés en triangle. Sa formule numérique est la suivante. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Alors cette figure était sacrée. Les pythagoriciens prêtaient serment par la sainte tétractys. Je verrai plus bas avec vous même une prière qui était consacrée à la tétractys. Alors ces 10 points ordonnés en un triangle équilatéral. On devait voir en fait un point central entouré de 9 points et la base du triangle composée de 4 points. Donc la somme totale vaut 10. Au sommet, il y a un seul point qui symbolise l'un, le divin, qui est le principe de toute chose, l'être non encore manifesté. Au-dessous, l'origine de la manifestation, marquée par 2 points, symbolisant
la première apparition, le dédoublement par couple ou la dyade, à savoir le masculin et le féminin, le phallus et l'œuf, etc. Donc le dualisme interne de chaque être. Viennent ensuite les 3 points correspondant aux 3 minéraux du monde, l'enfer, la terre et les cieux, ainsi qu'aux 3 niveaux de la vie humaine, physique, psychique et spirituelle. Et pour terminer, nous trouvons les 4 points de la base de la pyramide, symbolisant les 4 éléments. Donc cet ensemble constitue la décade, la totalité de l'univers créé et incréé, qu'on appelle aussi le triangle de Pythagore. Voici donc la prière par laquelle les pythagoriciens vénéraient cette figure. Je vous la laisse lire. Si vous voulez, vous appuyez sur pause. Alors pour les pythagoriciens, donc, ils considéraient le nombre comme un archétype de l'ordre cosmique. Alors la décade, ou le chiffre 10, était le plus sacré des nombres. C'était le symbole de la création universelle. C'est aussi sur le 10 qu'il prêtait serment en l'évoquant sous cette forme. La tétractis, en qui se trouve la source et la racine de l'éternelle nature, tout dérive de la décade et tout y remonte. Le 10 est l'image de la totalité en mouvement. Voici encore une représentation de la tétractis. Donc pour résumer, c'est une sorte de pyramide très symbolique qui recèle l'ensemble des connaissances en elle. S'y trouve la source et la racine de l'éternelle nature, par le jeu des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, dont l'expression dynamique s'exprime par l'union du feu ou de l'esprit avec la matière, créant ainsi la forme sensible. La matière est représentée, elle, par la terre, symbolisée par le carré ou nombre 4. Le feu esprit créateur correspondant au nombre 1. Je vous laisse découvrir à votre aise le reste de cette signification symbolique. Mais on voit bien qu'on est loin là d'une simple comparaison d'un petit semis de triangle. Découvrons ensemble d'autres figurations de la tétractis sur les fibules. Voici parfois elle est représentée donc par des triangles, mais tête bêche, au bas. Ceci aussi doit avoir une symbolique. On la découvre aussi donc par la figuration de points, toujours sur 4 rangs. Ici aussi, elle est bien visible au milieu. Donc on la trouvera tantôt sous forme de nielle, tantôt sous forme d'émail, tantôt sous forme de loge émaillée. Ou encore, comme ici, par des petits ronds créés par des ocelles. Donc on voit qu'elle est assez récurrente, cette forme, sur les fibules. Donc il faut voir autant le sommet des triangles que leur base, ce qui va donc nous donner les 10 points ou la décade. Donc ces 10 points vont en quelque sorte constituer une espèce de canevas dans lequel les pythagoriciens, ce sont des matheux, vont à l'aide d'un compas et d'une équerre tracer toutes sortes de figures géométriques. Et nous allons donc voir par exemple que Platon, un des frères pythagoriciens, va donc, à l'aide de ce canevas, représenter ces fameux solides, à savoir le cube, l'icosaèdre, le dodécaèdre, le tétraèdre et l'octaèdre. À chacune de ces figures, donc, va être associé un élément. La terre, l'eau, le feu, l'air et peut-être même, pour le dodécaèdre, le paradis. Ce serait, en quelque sorte, la forme absolue, bien aboutie. Alors je le mets ici à titre d'exemple, donc les pythagoriciens, donc cette fraternité,
a fait différentes recherches, et notamment dans le domaine aussi de l'harmonie musicale. Donc cette grille, ce canevas aussi, aura des propriétés en musique. Donc on le voit, 1 point figurera le feu, 2 points figurera l'air, 3 points va figurer l'eau, 4 points va figurer la terre. Cette figure aussi est très importante, donc il faut savoir que c'est un savoir qui était réservé aux initiés, mais elle abordait des thèmes tels que le macrocosme et le microcosme. Donc ça va être aussi une figure importante pour étudier, on va dire, la nature humaine et ses différentes fonctions.